L'approche stratégique est une vague du courant systémique en thérapie et dans cette vidéo, ce que je vais vous présenter, ce sont les 7 mots-clés qui définissent l'intervention stratégique. Avant de commencer, si vous êtes intéressé pour avoir quelques éléments de contexte d'abord, pour comprendre ce qu'est l'approche stratégique, je vous renvoie vers une précédente vidéo que j'ai faite sur la chaîne et qui traite de ce sujet-là en particulier. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller la regarder et revenir ensuite. Plus précisément, les 7 mots-clés que je vous propose, c'est ceux qui sont définis par le docteur Reynaldo Perón et Yara Doumit-Nofal dans leur ouvrage Provoquer le changement, la méthode stratégique et résolutive. Et pour définir ces 7 mots-clés, je me suis vraiment fixé l'objectif dans cette vidéo de vous les expliquer dans le plus court laps de temps. Je vais vraiment essayer de faire le plus condensé possible pour que ce soit un petit peu comme une aide-mémoire pour vous. Tout ça pour que si vous voulez vous les remémorer, vous puissiez le faire dans le plus court laps de temps possible et que vous n'ayez pas besoin de regarder 20 à 30 minutes de vidéo pour pouvoir vous en souvenir. Alors je vous propose tout de suite qu'on commence par le premier mot-clé, et ce mot-clé, c'est le mot directivité. D'une certaine manière, le thérapeute qui va utiliser dans une séance l'approche stratégique résolutive va être plus directif que dans d'autres styles d'approche. Dans l'approche stratégique résolutive, l'intervention se fonde sur un principe de directivité, dans le sens où le thérapeute assume le fait que son intervention produise un effet sur les personnes qui viennent consulter en thérapie. Le deuxième principe, c'est un principe de non-neutralité. Vous voyez, ça vient un peu en opposition avec certains autres styles de thérapie qui fondent leur intervention sur le fait que le thérapeute soit le plus neutre possible. Et bien là, il y a un abandon au niveau conceptuel dans la thérapie stratégique du principe de neutralité. Cette position, elle vient pas de nulle part. Elle s'inscrit dans l'héritage de la cybernétique de second ordre, dans laquelle il y a vraiment cette idée qu'à partir du moment où il y a un observateur, ça modifie les interactions dans un système. Là, en l'occurrence, on parle d'un système relationnel. Le système qui va s'établir dans le cadre de la thérapie, soit entre le thérapeute et son patient ou son client, soit entre le thérapeute et toute une famille. Et puisque l'observateur modifie forcément les interactions qui vont se produire, eh bien, d'une certaine manière, il n'y a pas de thérapie s'il n'y a pas de thérapeute. Donc à partir du moment où le thérapeute est présent dans l'espace de la thérapie, comme il modifie la structure des interactions, eh bien, il faut qu'il assume le fait d'avoir un impact, et donc qu'il utilise cet impact, et du coup qu'il sorte de cette posture de neutralité qui, d'une certaine manière, est un petit peu chimérique. En fait, ces apports de la seconde cybernétique, ce qu'ils signifient dans l'espace de la thérapie, c'est que si par exemple vous êtes thérapeute familial et qu'une famille vient consulter, ce que les personnes de la famille vont faire en la présence du thérapeute, c'est forcément différent de ce qu'ils font lorsqu'ils sont tous ensemble à la maison, même si c'est légèrement différent. Il y a forcément un certain jeu qui se met en place, une certaine mise en scène. Et si vous acceptez cette idée, c'est aussi la même chose dans une thérapie individuelle. Évidemment, quand on va consulter un thérapeute, on choisit ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et ce qu'on va venir raconter à son thérapeute, ou la manière dont on va lui raconter, va dépendre également de la manière dont il va nous répondre, ou ne pas nous répondre, de ses silences, de ses expressions faciales émotionnelles, etc. Donc vous voyez, sa présence modifie forcément la manière dont je vais me raconter. Donc puisque le thérapeute ne peut pas être neutre, autant assumer cette non-neutralité pour essayer de produire un changement. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que cette non-neutralité, elle s'accompagne de la charge de responsabilité portée par le thérapeute vis-à-vis du succès ou non de ce qui se passe dans l'espace de la thérapie. Puisqu'à partir du moment où on abandonne, où on sort de cette illusion de la neutralité, on assume sa part de responsabilité dans ce qui se passe dans la thérapie. Donc à partir de ce moment-là, il devient absolument impossible de rejeter la responsabilité de l'échec de la thérapie uniquement sur le patient, sur ses résistances ou sur sa non-volonté de changement. Donc d'une certaine manière, vous voyez, les 2 premiers mots-clés viennent augmenter la responsabilité du thérapeute, et ça c'est vraiment un élément qui est très important dans la thérapie stratégique. Maintenant, le 3e mot-clé, c'est le mot temporalité. C'est vrai que traditionnellement, on a tendance à penser que c'est le passé qui configure le présent. C'est la raison pour laquelle, dans une pensée causaliste, on a tendance à croire que c'est le fait d'aller résoudre, le fait d'aller chercher ce qui a dysfonctionné dans le passé, qui va nous expliquer pourquoi on ne va pas bien dans le présent. Et bien dans l'approche stratégique résolutive, on considère que c'est au contraire le présent, l'état du présent, qui configure et qui connote le passé et le futur. Et par conséquent, un changement des représentations dans le présent va amener un effet rétroactif sur toutes les représentations du passé. Vous savez, c'est un peu ce qui se passe quand il y a la révélation d'une trahison, que ce soit en amitié ou en amour. Le fait d'apprendre, le fait d'avoir cette information significative dans le présent, le fait d'apprendre qu'il y a eu trahison, vient connoter de manière négative tous les événements du passé qui pourtant pouvaient être vécus comme étant des événements heureux. En fait, le thérapeute stratégique, il va essayer de faire la même chose, mais de manière positive. C'est-à-dire qu'il va venir connoter de manière différente, il va venir essayer d'avoir un impact sur les représentations dans le présent pour venir connoter positivement les événements du
du passé. Le quatrième mot-clé, c'est le mot brièveté. En fait, dans la continuité de la réflexion sur la temporalité, il y a cette idée, dans la thérapie stratégique, que ce n'est pas forcément un long processus qui amène à un changement. Pour reprendre la formulation des auteurs, un long processus n'est pas forcément déterminant pour obtenir des bons résultats, mais de bons résultats peuvent être obtenus par l'intermédiaire d'un court processus. Et si vous avez envie de savoir pourquoi on pense de cette manière-là dans l'approche stratégique résolutive, je vous renvoie une nouvelle fois vers la précédente vidéo que j'avais faite sur ce sujet-là. J'y explique notamment l'influence considérable de Milton Erickson sur la thérapie stratégique, lui qui était vraiment un artiste du changement et qui arrivait à produire des changements profonds en un temps record. Ensuite, on va même gagner du temps et je vais vous en présenter deux en même temps. Les deux mots-clés suivants, c'est résolvabilité et fonctionnalité. Je vous les présente ensemble parce qu'ils sont vraiment liés. Le principe de résolvabilité se fonde sur cette idée que ce qui est important, c'est de rendre les problèmes d'une certaine manière résolvables. C'est la raison pour laquelle, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo, les thérapeutes stratégiques ne vont pas forcément prendre à bras-le-corps le problème, en tout cas tel qu'il est amené par les familles ou par les personnes qui viennent consulter. Il y a toujours un retraitement de ce problème-là pour le rendre résolvable. Parce qu'il y a certains problèmes, de par leur construction narrative, qui sont insolvables. Et dans la manière dont ils sont présentés, de toute façon, si les personnes viennent consulter, c'est que leurs problèmes tournent et retournent, et qu'à un moment donné, on n'arrive pas à en sortir. Sinon, on ne va pas consulter un thérapeute a priori. Donc une des actions fondamentales du thérapeute, ça va être de rendre ce problème-là, qui se pose à ses clients ou à ses patients, résolvable. Et on va faire le lien avec le deuxième mot-clé qui est associé. Vous savez, on part du principe dans l'approche stratégique et plus globalement dans l'approche systémique en général, que chaque famille va traverser des étapes dites normales de son cycle de vie, ce qui va demander à chaque fois des capacités d'adaptation pour arriver à passer d'une étape à l'autre. Il y a certaines étapes par lesquelles toutes les familles vont passer, grosso modo. Si ça vous intéresse d'avoir la définition de chacune de ces étapes, je vous mettrai également un lien vers une vidéo que j'avais faite sur ce sujet-là. Mais il y a aussi des familles dans lesquelles, en plus de ces étapes normales, des étapes supplémentaires vont venir se rajouter. Ça va par exemple être le cas s'il y a un enfant handicapé dans la famille. À ce moment-là, il va y avoir des étapes supplémentaires que vont être par exemple l'annonce du diagnostic, qui est une étape importante, puis la recherche potentiellement d'une institution, puis après quand l'enfant va grandir, la recherche de mesures de protection, tutelle ou curatelle. Tout ça, ce sont des étapes du cycle de vie de la famille qui viennent se rajouter aux étapes déjà ordinaires. Et on part du principe, parce que c'est ce qu'on a constaté, que chaque famille va avoir des capacités d'adaptation pour arriver à passer d'une étape à une autre. Et parfois, le problème qui peut amener les personnes à consulter vient du fait qu'il y a une difficulté, une cristallisation des problèmes lors du passage d'une étape à une autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que l'approche systémique en général et l'approche stratégique résolutive en particulier est non pathologisante. Parce qu'on ne va pas considérer forcément que ce qui arrive à une famille ou que ce qui arrive à une personne, c'est lié à une pathologie familiale ou à une pathologie individuelle. On va considérer que c'est normal qu'une difficulté se pose à cet endroit-là et que ce qu'il faut faire, c'est juste accompagner le passage d'une étape à une autre. Et c'est cette capacité d'adaptation personnelle et familiale qui est appelée capacité fonctionnelle dans l'approche stratégique. Donc vous voyez ce mot-clé de fonctionnalité, ça vient mettre l'accent sur le fait qu'il faut sans cesse travailler à augmenter ou à préserver la fonctionnalité des familles, donc leur capacité d'adaptation. Et en fait, il y a cette hypothèse que la famille, après avoir eu l'expérience de la résolution d'un problème qui se posait à elle, va développer des compétences qui vont lui permettre de résoudre d'autres problèmes qui se posent à elle. Donc il n'y a pas forcément besoin du thérapeute pour venir régler chacun des problèmes qui se posent à la famille. Comme le docteur Perron en parle dans une interview que vous pouvez retrouver sur la chaîne, il faut faire le deuil du fait de vouloir tout savoir. Il faut abandonner l'idée de faire une revue exhaustive de tous les problèmes qui se posent aux personnes. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre un problème, et ensuite avec l'expérience de la résolution de ce problème, peut-être que la famille ou que la personne n'aura absolument plus besoin du thérapeute pour résoudre les autres problèmes qui se posent à elle ou qui se poseront à elle dans le futur. Et on en arrive déjà au dernier mot-clé. J'espère que j'aurai réussi mon pari d'être le plus concis possible. Et ce dernier mot-clé, c'est celui de la prévention. Puisque le thérapeute stratégique va avoir une intervention qui est aussi une intervention préventive. Vous savez, il y a plusieurs niveaux de prévention possibles. Il peut y avoir la prévention primaire. Celle-là, elle vise à réduire les probabilités d'apparition d'un trouble. Vous savez, Irène Grosjean, qui est naturopathe depuis plus de 60 ans, illustre très bien cette prévention primaire. C'est-à-dire qu'elle explique à quel point il est important de faire de la médecine de santé pour pouvoir prendre soin de la santé des personnes, plutôt que de faire de la médecine de maladie, dans laquelle on vient soigner un dysfonctionnement. Ensuite, il y a la prévention secondaire, qui vise à la réduction des symptômes qui se sont déjà déclarés. Donc en fait, ça s'appuie sur l'idée d'un diagnostic précoce qui permet une intervention tout de suite pour que les problèmes ne s'enveniment pas. Et la prévention tertiaire, c'est le fait de venir traiter les conséquences d'un dysfonctionnement ou d'une maladie déclarée.
Pour simplifier, on peut dire que c'est l'action curative. Bien, on pourrait penser que l'action du thérapeute est principalement une action curative. Eh bien, dans la thérapie stratégique, on part du principe que ce n'est pas l'unique vocation du thérapeute et que le thérapeute peut aussi avoir une intervention sur la prévention primaire et secondaire. Donc pour éviter que des problèmes s'installent et pour traiter l'apparition des problèmes que le thérapeute va venir détecter avant même qu'ils deviennent vraiment symptomatiques. Voilà, je m'arrête là. Si de votre point de vue, j'ai réussi à être concis, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette des notifications si vous voulez être au courant de la parution des prochaines vidéos. Et en attendant avec impatience de vous retrouver, prenez bien soin de vous et de tous vos proches.